Bonsoir, bonsoir à toutes. Alors, je suis ravie d'être là ce soir parmi vous. Et puis, je suis ravie de voir que la salle est pleine, ce qui me rend, je dois dire, pleine aussi. Pleine d'enthousiasme en tout cas, et d'autant plus, alors vous le savez peut-être pas, mais c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir d'introduire Karim Duval. Donc c'est un vrai plaisir. Lui que j'ai eu la chance donc, de rencontrer, qui m'a donné cette chance de l'introduire il y a environ 6 mois. C'était une rencontre que je qualifierais de féconde et fertile, puisque finalement elle a donné lieu à, elle a fait germer en moi une réflexion sur les multiples façons qu'il y a dans la vie d'avoir du leadership, dont l'humour fait partie d'ailleurs. Et donc je dois dire que le spectacle de Karim Duval a donné corps à la conception du leadership que je me fais aujourd'hui et que je vais vous présenter. Alors, ce qui est quand même à noter, j'ai joué un petit peu sur les mots, c'est que le thème du leadership me touche et me parle bien à deux niveaux. D'abord professionnel, parce qu'il vaut mieux que j'en fasse un peu œuvre et puis que je m'intéresse à la problématique en intervenant dans les entreprises, mais aussi, et puisqu'il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes, à titre plus personnel, puisque d'ici peu de temps, il va falloir que j'apprenne à en faire œuvre de leadership, à la fois pour la paix de mon ménage et aussi de mes méninges. Si tant est que ça s'apprenne, faire œuvre de leadership ou d'en avoir, si tant est que ça s'apprenne et que ça se prenne, ou que ça se prenne, comme on prend les choses. Donc aujourd'hui, j'avais en moi les mois de vous poser cette question, c'est quoi avoir du leadership ? Alors, ça peut paraître simple et bateau, mais je vous assure, ça ne l'est pas du tout. Au début, je me suis dit, l'intervention sera assez rapide à construire. Mais c'est assez complexe. Alors, comme toujours, je commence toujours avec les mots. Alors, si on reprend le dictionnaire, eh bien, on voit que c'est un mot qui vient évidemment de l'anglais et qui vient de leader. Et leader vient lui-même de tout lead, qui signifie mener, diriger, conduire. Le leader est donc celui qui mène, dirige, conduit. C'est celui qui est, disons, plutôt en première ligne, qui a une place dominante, supérieure, de premier rang. Ça peut être un produit, une marque, une entreprise. Par exemple, Pampers. Pampers, eh bien, est leader dans le domaine des couches, histoire d'en rajouter une petite couche. Ça peut être aussi un groupe, un parti. Songez par exemple eh bien, En Marche, leader en 2017 et à présent leader de La Marche. Ça peut être aussi, et c'est d'ailleurs le plus souvent, la personne qui est à la tête, soit de ce produit, de cette marque, de cette entreprise, de ce parti, de ce groupe. Benjamin Binault, Bernard Arnault, Carlos Ghosn. Carlos Ghosn pour leadership, on repassera, mais comme il y avait Ghosn, ça m'a un peu inspiré. Carlos Ghosn, ou alors dans un tout autre registre, Nicolas Dupont-Aignan, leader de la France Debout, ou de Debout la France. Tout ça pour dire que le leader, c'est plutôt quelqu'un qui est debout, en marche, plutôt devant, plutôt en haut, disons là, à portée de main. Alors comme ça ne vous parle pas, mais à portée de main, ça aura du sens. Pourquoi ? Parce que eh bien, ce type de supérieur qu'est le leader, ce n'est pas n'importe quel type de supérieur. Que ce soit un type ou autre d'ailleurs, hein, ça peut être une femme évidemment. Le directeur, le manager, est désigné en tant que supérieur par sa hiérarchie. Par sa hiérarchie, par un chef, par le système, par l'organisation, bref, par le haut, d'où débat. Débat qu'il peut y avoir à se dire, attends, pourquoi il est là ? Alors que le leader, lui, qui peut être aussi votre supérieur, mais le leader n'est leader qu'à la condition d'avoir été reconnu comme tel par le bas. Et la masse. Les votants, les salariés, les acheteurs, etc., etc. Et donc finalement, on est dans cet environnement où c'est la somme des individus qui va reconnaître le leader en tant que leader. Seul est reconnu leader celui que l'on reconnaît et maintient. Maintient, tient de la main à portée de main. Pour y revenir. Si vous enlevez cette portée de main, il n'y a plus de leader. Donc il a beau être devant, là, etc., etc. Un maintien qui relève à la fois de la reconnaissance et de la confiance que l'on accorde. Et je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que c'est avant tout relatif.
Je vous rappelle que Nicolas Dupont-Aignan est leader de Debout la France. C'est relatif. Je vous rappelle que Hamon était leader en 2017 du Parti socialiste avant de faire son plus faible score. Hein? Et là, c'est intéressant de noter qu'il a été d'ailleurs destitué par le bas, par la masse. Ce qui signifie, je voulais quand même en venir à cela, c'est que même si on a été reconnu par le bas, ça ne nous empêche pas de connaître des bas, des hauts et des bas aussi. Hein, du style, mais alors moi j'ai voté pour lui, je te jure, moi je trouve qu'il avait du panache, il avait du leadership. Là, autant je trouve qu'il n'en a plus du tout. Vous en avez plus, on vous l'accorde. Bref, relativisme. Il y a du relativisme et il y a aussi un caractère donc ébranlable de la reconnaissance. C'est pas donné. C'est pas donné à vie. Vous n'êtes pas leader et puis voilà, c'est comme ça, ad vitam aeternam. Non. Être leader, c'est toujours sur la sellette. Toujours. Ça pourrait ne plus être aussi seul se maintient en tant que leader celui qui entretient ce statut. Et qui entretient pour ce faire ses relations avec son équipe. Parce que, eh bien, ce qui est intéressant de noter, c'est que ça n'est pas qu'un chef. Quand vous regardez leader, on trouve toujours la notion de chef, qui est assez référente. Mais leader, c'est plus que ça. C'est plus qu'un statut. Et comme les mots sont jolis, hein, statut, il y a quand même une dimension figée. Une statue, bon, on est quand même dans ça. Alors que le leader, c'est celui qui fait œuvre d'autorité, c'est celui qui est reconnu en tant que leader. Et qui, du coup, va devoir cultiver son leadership s'il veut demeurer à ce titre, bien que ce ne soit pas un titre, mais une reconnaissance. Alors, ça m'amène au leadership, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader sans leadership. Ou alors vous avez juste une fonction de leader, mais vous n'avez pas de leadership. Et leadership, c'est un mot qui est un peu plus vivant, qui est, disons, motivant. Motivant dont le suffixe ship dit beaucoup. Alors, le suffixe ship, il a d'ailleurs, et vous le noterez, un caractère participatif, là où leader renvoie à quelque chose de plus exécutif. Quand on dit leadership, il y a cette dimension plus participative. Alors, ship, si on prend le dictionnaire, hein, ça renvoie au nom qui signifie le bateau, le dirigeable, par extension l'équipe, on pourrait même dire l'équipage, et qui renvoie aussi à un verbe qui va être transmettre, envoyer, transporter par bateau. On retrouve beaucoup le bateau. Hein, et c'est une belle métaphore professionnelle que d'être dans un même bateau. Aussi, leadership renvoie à quelque chose d'à la fois supérieur, mais surtout à quelque chose de moteur, qui non seulement dirige, mais embarque les individus d'une équipe, un équipage à l'intérieur d'un même bateau. Voilà la définition qu'on pourrait un petit peu en donner. Et c'est sur la façon d'embarquer que je voudrais revenir ici pour préciser ce qu'est le leadership vs leadership. Voilà, parce qu'un leadership, vous allez voir que ça va se jouer sur cette notion d'embarquer. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a plusieurs façons d'embarquer et d'être embarqué. On peut l'être de son propre chef, on peut l'être du propre chef d'un autre, et bingo, on peut l'être de son propre chef et du propre chef d'un autre. Alors ça, c'est merveilleux quand ça se passe comme ça. Et donc, c'est au niveau de la distinction entre le pouvoir et l'autorité que ça va se jouer. Ça va se jouer parce que si le pouvoir embarque, l'autorité vous embarque. Si le pouvoir s'applique, l'autorité vous implique. Il y a vraiment cette dimension participative. Pourquoi ? Parce que l'autorité est un pouvoir reconnu. C'est un pouvoir légitime, rendu légitime. Aussi, à la question qu'on pourrait avoir, sujet de copie ou de bac, suffit-il d'avoir du pouvoir pour faire autorité ? Nous pouvons répondre assez rapidement non. Je crois qu'aujourd'hui, on s'en rend bien compte. Non, on peut avoir du pouvoir sans faire autorité. Sans songer à l'image de celui qui se prend pour un grand alors qu'il n'est qu'un petit chef. Non reconnu, non respecté. Il a du pouvoir, mais il n'a pas d'autorité. Songez à l'inverse à celui
qui n'a aucun pouvoir effectif dans les faits, mais qui pourtant fait autorité, à l'image du vieux sage, du vieux savant, de l'homme d'expérience, du grand homme qui fut Gandhi, Mandela, Luther King, de Beauvoir, dont il est beau de voir que leur autorité perdure. Et même qu'ils ont encore aujourd'hui du leadership, c'est quand même fort, ils ne sont plus là, et ils en ont même parfois plus en étant absents qu'en étant présents. Comme s'il y avait finalement une jeunesse des vieux sages d'antan, aujourd'hui dans le monde environnant. Car voici finalement l'ingrédient même du leadership, le principal. On adore les recettes et j'y reviendrai. Mais l'ingrédient même, c'est l'ingrédient principal plutôt, c'est celui de l'autorité. Il ne s'agit pas d'avoir une fonction de leader ou de dit leader, de supérieur, pour avoir du leadership. Avoir du leadership, c'est être reconnu comme un leader, et pas avoir une fonction de leader, être reconnu comme un leader. Autrement dit, faire autorité, inspirer, motiver, fédérer. Et c'est sur ce caractère fédérateur qu'aujourd'hui, dans notre société, je voudrais revenir justement, une société qui est traversée par l'individualisme, et du coup, le leadership devient particulièrement précieux dans cet environnement. Il est présenté à la fois comme une valeur managériale primordiale, on en parle beaucoup, et en même temps un défi à relever pour le management. À ce titre, je vous invite à regarder les différents titres évocateurs si vous tapez sur Internet les 11 commandements du leadership, comment devenir un leader en 10 leçons, bref, etc. Vous avez des recettes pour devenir un leader. Aussi, telle est la question que je vous soumets ce soir, en quoi avoir du leadership est-il ou devient-il stratégique aujourd'hui? Vous avez 3 heures. C'est angoissant, hein? Alors, en quoi ça devient stratégique aujourd'hui? Parce que c'est ça la question, c'est de l'éprouver dans le contexte. Pourquoi aujourd'hui c'est stratégique? Aujourd'hui, c'est-à-dire dans un monde où tout ce qui s'apparente à du hiérarchique, à du vertical, à du supérieur, à tout ce qui a cette forme pyramidale qui devient du coup angoissant et plutôt tenu à l'écart, en tout cas fait grise mine. Un monde où de l'autre côté, l'entreprise libérée, décomplexée, la flexibilité a le vent en poupe. Un monde où l'autonomie prend le pas sur l'automatisme, où l'innovation triomphe par rapport à l'imitation et où l'implication prend le pas sur l'application. Si je reformule du coup la question, ça donnerait en quoi avoir du leadership devient donc stratégique dans un environnement promouvant. Vous l'avez? Merci. Dans un environnement promouvant, eh bien, moins de verticalité et plus d'horizontalité. Ça, c'est le mot à la mode. Hein. On veut de l'horizontalité. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que je crois qu'il incarne aujourd'hui la seule forme de pouvoir, un pouvoir reconnu, qui est donc compatible avec notre monde. Avec ce monde plus individualiste qui refuse la verticalité, etc. À la fois compatible et à la fois essentiel à celui-ci. Compatible pourquoi? Parce que n'est leader que celui qui est reconnu par le bas. Donc c'est finalement une forme de verticalité reconnue par l'horizontalité. Plutôt joli. Donc compatible et essentiel. Essentiel parce que chercher à se défaire de toute forme d'autorité serait un danger. Mais pour l'horizontalité elle-même, on a besoin d'un fond de verticalité. Il y a finalement une réelle nécessité à ce que les rapports humains se fondent sur fond de verticalité et d'horizontalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette verticalité, évidemment, vous l'avez compris, elle n'est pas imposée, mais elle est reconnue par nos soins. Il est important, du coup, que les individus se rassemblent autour de ce que l'on pourrait appeler un principe d'autorité. Et un principe d'autorité, Hannah Arendt disait justement que le principe d'autorité, c'est ce qui fonde la fondation. En gros, c'est l'ancre, pour faire référence au bateau, important quand même.
Et c'est ce qui fait voilà, de référence, un référent. Et le principe d'autorité est important justement pour ne pas perdre la barre et maintenir le cap, si je puis dire. Et ce principe d'autorité que l'on doit construire, il n'écrase pas, il implique. Et il implique du coup de facto du hiérarchique. Alors ça ne sert à rien d'être hermétique, c'est un hiérarchique qu'on va construire. Et hiérarchique, ça vient de hieros, qui signifie le pouvoir du sacré. À l'époque, la verticalité, c'était le sacré. Ce qui faisait sens, ce qui faisait... Voilà. L'autorité, c'est le sacré. Tous dans le même bateau, ça roule. À partir du moment où on ne sait plus vraiment ce qui fait autorité, eh ben on ne sait plus à quoi se référer. Du coup, aujourd'hui, le principe d'autorité, il est plus discutable qu'à l'époque. Qu'est-ce qui fait autorité pour vous, pour vous, pour vous? Du coup, ça demande à le construire, plutôt qu'à baisser les bras, comme on a souvent tendance à le faire. Alors, du coup, ça m'invite à une autre question. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui autorité? Qu'est-ce qui, dans notre monde, a du leadership? Alors, j'ai pas de réponse toute faite, hein. C'est à faire, comme toujours dans les affaires. Quand même cette dimension participative à ne pas oublier. Je crois, personnellement, que ce qui fait autorité, si on en revient tout simplement au sens des mots, autorité, ce qui fait autorité, me semble-t-il, c'est ce qui augmente, auguérer. Autorité vient de auguérer, augmenter. C'est ce qui augmente les travailleurs et ce qui les rend auteurs, acteurs. Derrière autorité, vous avez augmenté et autorité, et auteur, pardon. Ce qui fait autorité, c'est ce qui augmente les salariés et les rend auteurs et acteurs. Pas facile, mais déjà une petite idée de base de ce qui peut faire autorité. Alors, à l'ère évidemment du libéré-délivré, ou plutôt du libéré-délégué, il semble évident, me semble-t-il, en tout cas, que les supérieurs ont, alors j'ai regardé, hein, c'est subjonctif ou indicatif, on ne me piégera pas sur ça, hein, ça peut être « est », mais quand on choisit l'indicatif, c'est vraiment renvoyé au présent, donc à l'activité. Donc je choisis l'indicatif. Il semble donc que les supérieurs ont à se réinventer dans leur façon d'exercer leur pouvoir, leur fonction effective, et de faire autorité. Autrement dit, en somme, le manager et le directeur, ou toute forme de supérieur, ont, me semble-t-il, à se rendre leader pour être entendu aujourd'hui. Alors, non seulement, c'est-à-dire se rendre leader, à être reconnu par leurs équipes. Alors, non seulement à titre personnel, hein, à l'ère du burn-out, je crois qu'il est bon que tout le monde s'en sorte. Et si, évidemment, le directeur, le manager ou le supérieur omet cela, je crois qu'il risque la destitution et une forte dépression. Donc, ce serait bon, effectivement, de cheminer vers cela. Et puis, au-delà du personnel, il y a aussi le collectif. Encore une fois, un collectif qui n'a pas de principe d'autorité ou de référence, ben, on part tout azimut. Et donc là, c'est le collectif lui-même qui est en péril. J'ai envie de dire, c'est le groupe. Et derrière le groupe, c'est le groupe, la boîte. Tout le monde, en fait, en somme. Sans principe d'autorité, qui donc implique et transcende, parce que c'est toute la beauté d'un principe d'autorité, c'est de nous déplacer de soi. Sans principe d'autorité qui vous dépasse, eh ben, il n'y a pas de co-engagement possible, et puis il n'y a pas de responsabilité collective non plus. Compliqué pour ramer dans le même bateau, je ne vous dis pas l'histoire, hein, si chacun y va de son coup de pagaie. Alors, la question qu'on peut se poser quand même pour être un petit peu dans les faits, mais concrètement, ok, concrètement, comment être un leader? Là, je sens qu'il peut y avoir des questions, je tente de les éclairer comme je peux. Comment concrètement avoir du leadership? Ok, un principe d'autorité, on va le chercher. Alors, dans les faits, je crois, et on va commencer par la base, hein, je crois qu'il est important de l'incarner, d'en être, que ce ne soit pas de bois ou de langue de bois. Sinon, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'un principe d'autorité auquel on ne croit pas, c'est un peu les bonnes choses, mais que vous ne vous appliquez pas, ça ne peut pas fonctionner. Pour être un leader, je crois qu'il faut être d'abord membre de l'organisation. Hein, membre à portée de main, les mots se suivent. Du coup, voilà, je crois qu'il est important d'en être, d'incarner et de se rendre, donc, pour ce faire, soi-même comme un autre, belle phrase de Ricoeur, de se rendre soi-même comme un autre, auteur,
narrateur de cette aventure humaine qu'est celle de l'entreprise. Alors, VS, évidemment, le leadership dont je vous parlais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'aller raconter une petite histoire qui fasse prendre la mayonnaise vraiment sur le goût de manière ponctuelle. Là, le risque, ce serait de raconter des histoires et du coup de créer une espèce de collectif qui tient la route sur une saison, mais pas vraiment en profondeur. Donc, ce serait un faux principe d'autorité qui se donne des airs de l'être, mais qui ne l'est pas. Un réel, à l'inverse de ça, un réel leadership, donc c'est-à-dire un leadership de bonne qualité, consiste, semble-t-il, en la capacité à construire une histoire, plutôt qu'à en raconter. À construire une vraie histoire. Je reviens souvent sur ça, c'est un peu bateau, mais je ne crois pas. Je crois que c'est fondamental, justement, pour que tout le monde soit ensemble dans le même bateau. Alors, c'est-à-dire construire une histoire, quand je dis construire une histoire, on s'entend. Construire un esprit, construire une culture, construire une philosophie, construire un récit commun, construire un lien, un liant entre nous. Et le pouvoir de la narration, je le rappelle souvent, est à la base des relations humaines. Depuis qu'on est petit, on nous raconte des histoires, on se raconte des histoires, la vie, le récit que vous faites de votre propre vie n'est qu'une histoire, etc., etc. Et d'ailleurs, relatio, ça vient de narrer en latin. Donc pour être en relation avec les autres, eh bien, faut-il encore pouvoir raconter, se raconter. Et ça me paraît être important. Alors, j'en passe, vous avez différentes références, l'identité narrative de Ricoeur, effectivement, qui nous explique combien notre identité se définit par le récit, le fait de se raconter. Sartre, que j'aime beaucoup, disait que l'homme n'est qu'un conteur d'histoire. Il vit à travers les siennes et celles des autres. Et je citerai un philosophe écossais qui s'appelle Alasdair MacIntyre, que je cite régulièrement, je suis désolée pour l'accent, c'est pas grave, qui nous dit que, je vous le cite comme ça, moi je suis sûre de ne pas me louper, ce sont les histoires dans lesquelles les individus ont un rôle à jouer, celles qu'ils peuvent eux-mêmes raconter, se raconter, qui va donner finalement sens à leur travail et à leur vie. Et ça, c'est quand même assez fondamental. Pourquoi ? Parce que on en revient à cette idée que d'un côté, vous pourriez avoir le leadership qui vous raconte des histoires et vous enrôle dans un rôle. Et de l'autre côté, un leadership qui porte une histoire et vous donne un rôle. Une mission que vous comprenez, que tout le monde comprend. Voilà, donc du coup c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, apprendre finalement aux supérieurs à faire en sorte que les salariés voient la vie en rôle plutôt qu'en rose. Toute cette ère un petit peu du burn-out et à outrance, je crois que c'est l'aspiration première. Qui plus est, avec la force de l'histoire, du récit, je vous rappelle que dans un climat aujourd'hui actuel qui est plein d'inconnus, on ne sait pas vraiment vers où on va, quoi de plus beau qu'une histoire pour rendre familier l'inconnu ? C'est ce qu'on fait avec les petits, avec les enfants, etc. Donc ça me paraît être un bon parti pris. Alors, de quoi, en tout cas, tout cela, construire une vraie équipe, un vrai équipage, un vrai bateau sur lequel on a envie d'embarquer, de se laisser embarquer. Un vrai bateau qui rame, pas gai, en étant gai, pour le coup. En étant gai, pour le coup, parce que c'est-à-dire impliqué. Et je terminerai sur aussi une réflexion que j'ai souvent sur l'idée du collectif. Un collectif qui pagaie en étant gay, c'est un vrai collectif, sinon il n'est pas gay. Si il n'est pas gay, c'est qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il rame. Et ça me fait rebondir sur la distinction que donne brillamment Sartre entre le groupe et la série. Une série, c'est un collectif sans esprit collectif. C'est un peu vous ce soir. Tous ensemble, mais vous ne vous connaissez pas, quoi. Partagez pas grand-chose, je veux dire, sans être... Du coup, c'est des individus rassemblés, mais séparés. Ils ne partagent rien. Pour moi, le meilleur exemple de la série, c'est Charlie Chaplin. Les ouvriers. Là, on palpe bien. On travaille ensemble, il ne se passe pas grand-chose, et puis on n'est pas gay, pour le coup. Alors, VS, le groupe, où le groupe, effectivement, les gens ne sont plus des spectateurs, qui sont dans un ballet répétitif et une action, mais ils deviennent acteurs, narrateurs de l'histoire qu'ils portent. Le groupe, c'est même des individus qui n'ont pas besoin d'être rassemblés pour être ensemble. C'est ça la beauté du groupe. Vous pouvez être porté par une cause, ne pas vous voir et pourtant la partager à l'aune de la planète.
l'environnement. Derrière le groupe, il y a cette idée qui transcende les individualités. Je fais juste cette petite image aujourd'hui quand on pense un peu aux gilets jaunes. On voit bien que le leadership, c'est au-delà d'un leader, d'une personne. C'est un esprit. Et c'est cette notion d'esprit qui vous fait finalement sortir de vous-même, vous retrouver, fédérer. C'est là qu'il y a une forme de leadership, me semble-t-il. Le groupe, c'est finalement le boss qui est leader. C'est lui, et pas un individu. Les individus sont ici embarqués par un esprit qui est à la fois supérieur et aussi moteur. Voilà, me semble-t-il, l'œuvre du leadership. Construire un vrai collectif. Cela à partir donc d'un grand esprit, qui est à la fois inspirant, qui est aussi fédérateur, qui rend les petits grands, les petits grands, dans un grand collectif, et qui rend les grands un peu plus petits, leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est tous dans le même bateau, et que nul n'est leader sans leadership. Ship, un petit mot quand même, qui pourtant, managérialement parlant, permet d'en éviter de grands. Des mots. M-A-U-X cette fois-ci, bien sûr. Alors, je termine sur ça car je crois profondément que les mots sont grands. Qu'ils ont une grande portée. Et d'ailleurs, si vous y réfléchissez, ce sont les premiers à donner du corps à un esprit, à une culture, à une philosophie. Sans mots, il n'y a rien. Si on retient, si on accorde du leadership à quelqu'un, c'est que c'est traduit dans des mots, par des mots, qui traduisent la pensée. Ainsi, retenant, pour ma part, et d'ailleurs, des mots qui sont, dit-on, parlants ou non parlants, ou motivants, il y a cette dynamique intéressante. Ainsi, retenant pour ma part des mots qui me sont chers, sont ceux de Daniel Pénac, qui nous dit qu'on ne force pas une curiosité, on l'éveille. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier. J'avais envie, pour ma part, de conclure en tentant de vous éveiller, d'éveiller votre curiosité, en jouant deux mots. Alors, il est question de petits, de grands, d'enfants, pour filer la métaphore, et en espérant peut-être qu'ils vous inspirent. En tout cas, pour moi, ils ont un peu de leadership, ils font autorité dans ma vie, surtout la conclusion, si je puis dire. Alors, ça commence ainsi. Tu verras quand tu seras grand. Vous vous souvenez de cette phrase ? De cette petite phrase de grand, tu verras quand tu seras grand, qui vous éveillait, enfant, en tout cas, éveillait votre appétit de petit à voir les choses en grand. Déjà qu'on est petit et que tout paraît grand, les bâtiments, les gens, les sentiments aussi, tout paraît grand et on voudrait être plus grand. Prendre le volant, avoir de l'argent, faire comme papa, faire comme maman. Avant ça, quand même, on voudrait déjà pouvoir profiter de se coucher plus tard plutôt que tôt, et tôt ou tard pouvoir faire des choses de grand, voire de très grand. Être grand clair, comme Julien, ou plutôt comme Sagan. Avoir du talent, bref, être un grand. Puis, tombe à vitesse grand V la nuit de l'enfance et le réveil fait grand bruit, sonne trop tôt, toujours trop tôt. L'adolescence, trop tard, trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard, on grandit, la cour des grands se profile. Elle, souvenez-vous, elle à laquelle on a tant fait la cour, pendant nos heures de cours. Se rêvant d'un temps qui passe, trépassant de celui qui ne passe pas. Allez, que court le temps en cours, là. Quoique, t'as vu ou pas ? Je crois qu'ils courent quand même beaucoup, les gens autour. Finalement, on va peut-être prendre son temps. Là, on n'est ni trop petit, ni trop grand, juste entre, jusqu'à 30. Jusqu'à l'âge qui fait dire qu'on ne l'a plus, de faire ci, de faire ça. Qu'on entre quand même vraiment dans la cour des grands. La cour des grands où, curieusement, les grands se comportent comme des enfants. Impatients, exigeants, et où, malheureusement, au fil du temps, s'endort notre âme d'enfant. Car en grandissant aux grandes âmes de Montaigne, on éteint petit à petit un sentiment. L'un des plus beaux, l'un des plus grands. La curiosité, j'entends. Alors, tu verras quand tu seras grand. Tu verras certes de plus haut, mais tu verras moins grand.
Car là où la curiosité s'est endormie, le champ, lui, rétrécit. De quoi nourrir notre appétit de revoir les choses en petit. Car tu verras quand tu seras grand combien il était juste géant de voir le monde comme un enfant. Et combien il est grand temps, je crois, en grandissant, de réveiller ce sentiment. D'apprendre à regarder le monde comme un enfant, à lever la tête du guidon de nos vies, et la philosophie nous y aide, apprendre à regarder le monde comme un enfant avec les ressources d'un grand. Car, loupe pas le quart, tu verras, quand tu seras grand, que l'on est bien petit quand on fait trop le grand. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais avoir le plaisir du coup d'inviter Karim sur scène. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et je te laisse, Karim, la joie de conclure comme d'habitude.